Au respect des délais de la transition, doit-on faire confiance à Damiba, le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir par un putsch le 24 janvier, a assuré ce lundi que les engagements pris par le Burkina Faso concernant la durée de la transition seraient respectés. Monsieur Damiba s'exprimait ainsi depuis Abidjan, où il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. La deuxième visite seulement à l'étranger du président Damiba depuis son accession au pouvoir, la première datant de samedi où il s'était rendu au Mali rencontrer son homologue Assimi Goïta. Bien évidemment, pour rappel, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et les autorités burkinabées sont tombés d'accord début juillet 2022 sur une transition de 24 mois, soit 2 ans avant un retour au pouvoir des civils. Abidjan tient donc à s'assurer que ce calendrier sera respecté, comme l'a indiqué Alassane Ouattara, qui déclarait, et je le cite, au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina Faso faisait beaucoup d'efforts et devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu. Nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris. Fin de citation. Les présidents ivoiriens et burkinabés ont par ailleurs évoqué la situation sécuritaire dans la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent une frontière de près de 600 km et des milliers de réfugiés burkinabés ont fui ces dernières années les attaques djihadistes qui touchent leur pays pour trouver refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire, moins touché par ces violences. La situation sécuritaire au Burkina Faso était présentée comme un des arguments de nature à influer sur la durée de la transition. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a déclaré encore en avril que le calendrier de la période de transition pourrait s'améliorer dans le pays. Au Burkina Faso, la perception que se font les populations du pouvoir de la transition en place aussi entre euphorie suscitée après le putsch, euphorie et espoir, donc après le putsch, et impatience, voire déception, après bien de choix contestables de Damiba, accusé de jouer le jeu de la France aux côtés de la Côte d'Ivoire. La gestion du dossier comparé est encore en travers de la gorge. L'ex-président du Burkina Faso, qui avait quitté Ouagadougou sans être inquiété, après un bref séjour pour une rencontre d'anciens chefs d'État autour du nouvel homme fort du pays, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba. Une impopularité qui montera d'un cran lorsque la police va disperser le vendredi 12 août dernier à coups de gaz lacrymogène des manifestants qui tentaient de se rassembler à Ouagadougou pour protester contre la présence de la France au Burkina Faso. Peut-on faire confiance à Damiba dans ce dossier de la gestion de la transition, notamment la durée de la transition qui s'élève à 24 mois? Au départ, on parlait de 36 mois après le putsch. On est tombé d'accord en juillet avec la CEDEAO sur 24 mois et il a tenu à rassurer que ce serait respecté, ce délai sera respecté. Et bien évidemment, on se pose la question de savoir si on peut faire confiance à Damiba sur ce dossier-là. Je commence par qui? Par Mouto. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à Damiba, s'il est crédible? Bon, c'était l'un des sujets débattu lors de sa visite, je crois, le 5 septembre dernier en Côte d'Ivoire avec son homologue Alassane Ouattara. Il a promis de respecter la décision de la CEDEAO de remettre le pouvoir après ces 24 mois. Et la CEDEAO a précisé que le pouvoir de la transition ne doit pas excéder 24 mois. Donc, faut bien qu'on attende que les 24 mois passent et là, nous saurons s'il va respecter. Mais déjà, il a promis de respecter. Donc, on ne peut qu'attendre le moment venu et juger s'il a vraiment tenu à sa promesse
C'est vrai qu'au début, la situation sécuritaire, après qu'il ait pris le pouvoir, notamment en janvier, la situation sécuritaire était très inquiétante du côté du Burkina Faso. Il l'est toujours. Et voilà, il y a des attentats, il y a des tueries. Et surtout qu'il avait promis, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait promis de faire de la sécurité sa priorité. Voilà. Et donc, on se pose beaucoup de questions jusqu'ici, depuis janvier jusqu'ici. La situation sécuritaire n'est pas toujours résolue. Voilà, toujours résolue. On se pose bien des questions. Est-ce qu'il a échoué ou alors on peut encore lui faire confiance et on lui donne assez de temps de prouver, voilà, de montrer que la sécurité est prioritaire pour lui du côté du Burkina Faso. Alors, Kouetchou, la sécurité au centre justement de ce mandat, de cette transition, 24 mois. Je rappelle qu'il y a quelques mois, il revenait sur ce sujet et il nous faisait comprendre que finalement la durée de son mandat, la durée de la transition dépendrait également de la résolution de ces problèmes sécuritaires au Burkina Faso. Vu que nous n'en sommes pas encore là, vu que nous ne sommes pas encore dans une situation de résolution de ces problèmes de sécurité, avec notamment ces attentats, ces menaces djihadistes, est-ce qu'on peut imaginer que Damiba demande dans les prochains mois encore plus de temps pour mettre finalement cette situation de côté? Alors, demander d'avoir plus de temps, pourquoi pas? En tout cas, il y a encore le temps. Est-ce que c'est pas un bon alibi, le parfait alibi pour lui, pour pouvoir justement se maintenir beaucoup plus que 24 mois? Non, je pense pas que ce soit un alibi des plus crédibles, parce qu'il faut dire que justement, si cette question sécuritaire, du moins le combat contre les djihadistes, était l'un des éléments les plus forts, évoqués notamment par Sieur Damiba lors de son passage en force au pouvoir, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, le fait qu'il n'arrive pas clairement à circonscrire, notamment au niveau des frontières, cette sécurité et de voir des Burkinabés qui continuent de perdre des membres de leur famille, c'est cela qui constitue d'une certaine manière sa perte, on va dire ça comme ça, de popularité du côté du Burkina Faso. Il y a le sentiment de la part de certains Burkinabés, du moins ceux qui sont touchés, parce que quand vous avez vos membres de famille qui meurent, forcément, et que vous avez un homme en face qui vous a promis d'une certaine manière de mettre fin à ce carnage, vous avez de moins en moins confiance finalement en la parole de cet homme. Et cet homme en question, pour l'heure, c'est celui qui est pour l'heure le président de transition, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce que de demander plus de temps ne contribuera pas plutôt d'une certaine manière à faire grossir ce sentiment déjà, on va dire, d'impopularité qui règne dans le cœur de certains Burkinabés? Est-ce que c'est pas un risque à prendre finalement que d'en arriver au seuil où ce serait au peuple burkinabé même finalement de réclamer sa tête? Simplement, j'estime qu'il serait peut-être de bon temps de faire le bilan. Je crois que l'une des questions principalement évoquées à l'endroit du président Sandaogo Damiba lors de son déplacement au Mali, qui était son premier déplacement, la première question était de savoir effectivement pourquoi le choix du Mali. Il est globalement revenu sur le fait que c'était des questions sécuritaires, parce qu'à la frontière avec le Mali, il est fortement des djihadistes qui sévissent, et du fait que le Mali se soit retiré du G5 Sahel, ça impactait fortement donc les menaces sécuritaires de ce côté. Donc aujourd'hui, on essaye de récupérer un peu plus d'affinité du côté de la Côte d'Ivoire via le deuxième déplacement qui a été fait et cette relation qu'il essaye de tisser aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. On a le sentiment qu'il est un peu aux abois, parce qu'il faut le dire, ce passage en force à la tête du pays n'aurait gardé, ou du moins ne gardera légitimité que s'il a le capital sympathie de la population. L'adhésion populaire. Mais s'il perd cette adhésion... non, j'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Je n'irai pas à m'avancer globalement à dire que c'est tous les Burkinabés qui non, forcément il y en auront qui estiment qu'il y a un bilan un peu positif, mais je ne m'abuse pas si je dis qu'il y a une grande partie de la population quand même qui ne voit pas plus que ça le bilan positif aujourd'hui il y a quelques mois. Est-ce que c'est un choix de Damiba
n'ont pas également contribué à l'augmentation, on va dire ça comme ça, la grimpée, la montée de l'impopularité de son régime de transition au Burkina Faso notamment. On va parler de cette rencontre organisée il y a quelques semaines, c'était en juillet, on va dire quelques mois, qui rassemblait notamment autour de lui Compaoré et autres anciens chefs d'État burkinabés, lorsqu'on sait que Compaoré était sous le coup d'un mandat d'arrêt, sous le coup d'une condamnation. Et par la suite, quelques semaines plus tard, le peuple qui manifeste son antipathie, pour son rejet pour la France est dispersé. Et on a vu dans cette dispersion-là, cette répression-là du peuple, on va dire une affinité d'Amiba avec la France notamment et la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est votre lecture. En tout cas, pour quelqu'un qui s'est voulu lors de son adhésion au pouvoir, bien que par un putsch, qui s'est voulu quand même, quelqu'un qui vient aider le peuple, déjà je pense que c'était un choix des plus maladroits que de faire venir ces ex-présidents et principalement le président Compaoré, qui était donc en exil, faire la paix, comment, je l'évoquais encore hier, il n'est pas possible d'enterrer le passé sans avoir guéri déjà les blessures de ce passé. C'est simplement de recouvrir un mal qui finalement ressurgira quelques temps plus tard. Donc de faire venir un président qui clairement a été retiré du pouvoir par le peuple et de le faire revenir sans avoir consulté ce peuple, sans avoir cherché à avoir plus que ça l'adhésion de ce peuple à ce choix, c'est comme d'une certaine manière tourner le dos à ce peuple. C'est comme d'une manière à donner l'impression que ce combat qu'ils ont mené d'arrache-pied à vouloir se défaire de quelqu'un qui n'était plus en accord avec leur bien-être. Mais leurs intérêts. C'était en 2004, si je ne m'abuse, par une manifestation populaire justement qui n'en voulait plus et il a été donc chassé du pouvoir et le fait de le ramener comme ça sans consulter et avec le souvenir encore douloureux de l'assassinat de Thomas Sankara, pour lequel il a été également condamné. Donc il y a autant de choses pas de jugement à son endroit. On voit quelques semaines plus tard Blaise Compaoré qui envoie simplement une lettre d'excuse, toute chose. On a le sentiment de trahison. En tout cas, je serais burkinabé, que je trouverais en son attitude quelque chose d'assez malsain finalement. Et s'il faille justement rattraper quelque chose, vraiment, je pense que c'est essayer de reconquérir le cœur des Burkinabés, parce que s'il n'y a plus cette cohésion, cette espèce de soutien du peuple, je crains que toutes les intentions ou les rapprochements diplomatiques avec les peuples voisins finalement n'accoucheront que d'une souris, parce que finalement on parle d'un peuple souverain, on parle d'un pays qui se veut une démocratie et qui doit avoir l'assentiment du peuple pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Et bien voilà, c'est tout pour le moment en ce qui concerne ce sujet. Mouto, vous souriez. Ah oui, à la voix. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de rester connectés depuis vos téléphones. Voilà, laissez vos commentaires sur Facebook. For You Media, c'est sur la page Facebook, bien évidemment. Laissez également vos messages, peut-être par WhatsApp, au numéro qui s'afficheront au bas de l'écran. On va les lire pendant toute cette émission. Vous aurez à suivre dans quelques instants l'image du jour, buzz du jour, et bien évidemment les interventions de nos différents invités et notre consultant, Monsieur Mboumbissi Wafo. Mais tout de suite, voici l'info du jour. C'est une affaire de moto qui nous conduit ce matin du côté de la Guinée. La Guinée, pas Bissau, pas équatoriale, mais Conakry.
Alors, l'info du jour, de ce jour, nous conduit du côté de la Guinée-Conakry et notamment le procès du massacre du 20 septembre 2009 qui s'ouvrira probablement le 26 septembre prochain. Alors, le procès réclamé de longue date du massacre d'opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009 s'ouvrira probablement le 26 septembre prochain, donc 2022, a déclaré le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles White. Eh bien, depuis quelques jours, une délégation de la Cour pénale internationale est à Conakry pour s'assurer que toutes les conditions, notamment techniques, pour la tenue de ce procès sont réunies. En effet, le 28 septembre 2009, les militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la transition à l'époque, Moussa Dadi Camara. Eh bien, les victimes et leurs proches réclament un procès depuis des années. Les défenseurs des droits poussent aussi à sa tenue au nom de la lutte contre l'impunité qui est la norme selon eux dans le pays. La Cour pénale internationale fait aussi pression et a envoyé une délégation du côté de la Guinée-Conakry pour s'assurer de la tenue de ce procès. L'instruction judiciaire s'est achevée en décembre 2017 avec le renvoi d'une douzaine de prévenus devant un tribunal dont Moussa, l'ancien président à l'époque, Moussa Dadis Camara, effectivement. Mais le procès a continué à se faire attendre malgré les multiples engagements des autorités de Conakry, notamment sous le régime de l'ex-président Alpha Condé renversé par un coup d'État militaire en 2021. Le président de la transition actuelle, le colonel Moussa Mamadi Doumbouya, en mi-juillet, a demandé l'ouverture du procès avant la date d'anniversaire du massacre. Il cite: « Nous attendons la tenue d'un procès équitable qui respectera les droits de la défense de la partie civile. » Eh bien, nous sommes là pour accompagner ce processus. Nous allons faire le monitoring pour voir si tout se passe bien. Nous offrons aussi une forme d'expertise et d'expérience pour assurer la réussite de ce procès. 28 septembre c'est 2009. 28 septembre 2022, ça va faire 13 ans. 13 ans aujourd'hui. Que ce massacre. 13 ans. 2022. Dans quelques jours. Effectivement. Dans 2-3 semaines par là, que cet événement malheureux avait eu lieu du côté de Conakry, le 28 septembre 2009. Donc voilà, c'était ce massacre où 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature de Moussa Dadis Camara. Il avait pris le pouvoir, Moussa Dadis Camara, et il avait suscité pas mal d'espoir. Il avait multiplié pas mal de shows télévisés avec son arme et il abreuvait avec des beaux discours et aussi des sanctions à l'endroit de certains de ses proches, certains des membres de son gouvernement, des ministres, et ça avait l'air tellement exemplaire et ça avait le don de plaire aussi à beaucoup de personnes. Mais la goutte d'eau aura débordé le vase lorsque pendant cette manifestation du côté du stade de Conakry, où des populations guinéennes essayaient d'exprimer leur volonté, leur rejet, en tout cas, de voir le mécontentement contre Moussa Dadis Camara, et ne souhaitaient pas qu'il se présente aux élections. On a vu justement des pancartes là, pendant que vous parliez. Moussa Dadis Camara, arbitre oui, joueur non. C'est-à-dire que les populations souhaitaient, réclamaient qu'il soit arbitre, qu'il ne se présente pas à cette élection présidentielle qui devait avoir lieu, et ce qui a donc suscité cette violence militaire. Je rappelle, 157 personnes tuées et 109 femmes violées par des militaires. Ma chère Kouetou, mieux vaut tard que jamais. Enfin, le procès, il devrait avoir lieu avant ce 28 septembre. Parce qu'on a parlé d'une date, qui précéderait l'anniversaire. Donc c'est probablement le 26 septembre.
Normalement, c'est vrai qu'on utilise le conditionnel, mais avoir quand même tout ce qui a été mis en œuvre avant que de se prononcer quant à cette date, je pense qu'il y a de bonnes chances à ce que ça puisse effectivement se tenir. Et vivement d'ailleurs que ça se tienne, hein, parce que tellement attendu, je pense que ça sonnera finalement un point d'avancement finalement pour le pays. Et quand les choses s'emboîtent bien, on a le sentiment effectivement que c'est une machine qui fonctionne bien et que on est dans une certaine stabilité quand même politique où tous les maillons de la chaîne fonctionnent en toute liberté. On devrait avoir un procès équitable, selon vous, ou alors c'est juste une formalité, ma chère Moto, formalité ou procès équitable en vue? Bon, pourquoi pas équitable? Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Donc, on attend de voir si sera vraiment équitable ou alors... voilà, on attend de voir. D'accord, on attend de voir. En tout cas, aux autorités de transition également, de la Guinée-Conakry, le président Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement. Beaucoup de courage à vous et il a peut-être fallu qu'il soit là pour réactiver ce dossier afin qu'il puisse avoir une issue favorable. On espère, on attend de vive voix. Nous sommes là, nous sommes le 8 septembre et le 26 c'est dans 2 semaines. Donc on verra, on sera là pour vous faire le feedback, le compte rendu de cette actualité du côté de la Guinée-Conakry. À suivre l'image du jour dans quelques instants. Le flash sera de la partie, mais pour le moment on va se connecter avec monsieur Numbisi Wafo pour essayer d'échanger et de discuter, de débattre sur le sujet central. On revient donc à ce sujet initial. On parle de Burkina Faso. Est-ce qu'on peut faire confiance à Paul-Henri Damiba? C'est la question de ce jour. Monsieur Numbisi Wafo est en ligne. Allô, allô, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, monsieur Kwaka Padjip. Bonjour à Queen Kwechou. Très heureux de savoir que Emma Mouto est de retour parmi nous. C'est peut-être le signe, c'est sans doute le signe que nous veut dire. On écoute que c'est le 24 janvier, précisément que Paul-Henri Sandaogo Damiba chasse Roch-Marc Kabore du pouvoir à travers un coup d'État militaire. À ce moment-là, la raison qui est avancée pour justifier le putsch, c'est que il fallait restaurer, je veux dire, il fallait combattre que Roch-Marc Kabore n'arrive pas à combattre. Et surtout, il fallait lutter contre la corruption. Et le 28 janvier, il y a eu l'élaboration d'une charte de la transition. Et cette élaboration de la charte de la transition préconisait une durée de 3 ans, de 3 ans pour la transition avant le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut préciser que la junte à cette époque-là avait déjà dit que cette durée même allait être fonction de la résolution du problème sécuritaire et de la résolution du problème de la lutte contre le terrorisme. Parce que vous savez, il fallait lutter contre le terrorisme, mais il fallait aussi assurer la protection de l'intégrité territoriale. Et donc, cette charte-là avait donc posé, comme il a dit tout à l'heure, 36 mois pour effectuer la transition à la junte au pouvoir, avec une possibilité de prolonger, parce que quand on écoutait ces gens parler à cette époque-là, c'était à titre indicatif, simplement, les 36 mois. Et le 2 mars, le date de l'investiture, les 3 ans de la transition avaient été effectivement retenus, et ce jour-là allait marquer le début du décompte du temps mis par la transition. Ce qui avait irrité la CEDEAO, qui était encore lieu, un peu comme le cas de la Guinée. Et la CEDEAO avait donc estimé que les délais de 36 mois, c'est-à-dire de 3 ans,
précise que dans la même lancée, la même pression avait été faite à Assimi Goïta au Mali, qui lui préconisait 5 ans. Et passer le pouvoir au civil, alors que du côté de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya estimait qu'il n'était pas question de mettre la pression sur ceux qui avaient pris désormais la règne du pouvoir, à savoir les militaires. Donc maintenant, il faut dire que c'est sous la pression de la CEDEAO. Paul-Henri Sandaogo Damiba a décidé de faire marche arrière. Et cette pression de la CEDEAO nous amène quand même à poser quelques questions. À savoir, sur quelle base la CEDEAO détermine-t-elle la durée de la transition? Je précise que la CEDEAO impose pratiquement 2 ans partout. Et on se demande si les problèmes à résoudre sont de les mêmes contours pour épouser la même durée. La deuxième chose qu'on se demande, c'est est-ce que c'est à la CEDEAO de fixer les délais de la transition? Est-ce que cette décision-là ne porte pas atteinte à la souveraineté des États? C'est la question qu'on devrait se poser. Je lui ai dit que les acteurs majeurs qui assurent la prise de décision au niveau de la CEDEAO ont quand même, permettez-moi de le dire, des profils bizarres. Souvenez-vous que quand cela, je veux dire, quand la CEDEAO dictait ou alors dicte sa conduite, la CEDEAO quand même animée par des gens comme Alassane Dramane Ouattara. À l'époque, il y avait également l'ex-président guinéen Alpha Condé. Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont quand même, on va se souvenir, essayé de manipuler la Constitution pour rester au pouvoir. Autrement dit, la CEDEAO a quand même un comportement assez curieux. C'est-à-dire qu'elle peut être mise devant des coups constitutionnels qui sont des coups d'État effectués généralement par les civils qui triturent la Constitution dans l'optique de s'établir au pouvoir et se montrer subitement très regardant quand on a affaire à des putsch et à des renversements par des militaires de l'ordre établi. Et on se demande donc quel est donc le côté dans lequel se situe la CEDEAO. La CEDEAO se situe-t-elle du côté des peuples ou alors se situe-t-elle finalement du côté des dirigeants? Nous nous souvenons que cette même CEDEAO-là avait quand même pris des sanctions assez sévères contre le Mali. Et les populations maliennes étaient sorties en masse pour dénoncer les dites sanctions et apporter leur soutien aux militaires au pouvoir, c'est-à-dire à Assimi Goïta et sa femme. Du coup, on se pose quand même des questions sur la légitimité et le bien fondé de cette CEDEAO-là qui détermine carrément de façon unilatérale, sans qu'on ne sache très bien sur quelle base, la durée des transitions qui doivent être effectuées dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Surtout quand ces transitions-là sont conduites par des militaires. Et on se demande si la CEDEAO elle-même, finalement, ça a été perçu un peu comme tel dans le cas du Mali, si la CEDEAO ne roule-t-elle pas pour l'impérialisme en essayant de mettre et de maintenir au pouvoir les chefs d'État qui font davantage le jeu de la néocolonisation, le jeu des pouvoirs impérialistes durement venus d'Occident. Est-ce que la CEDEAO ne fait pas plutôt le jeu de ceux-là, évidemment, au détriment de ces peuples africains? Et c'est pour cela que nous estimons tout à fait humblement que même la CEDEAO, au niveau de
niveau de ces pratiques doit être revue, elle doit être repensée pour se mettre véritablement résolument au service des peuples. Parce que, voyez-vous, M. Ouattara a dit, ces coups d'État militaires arrivent généralement à répondre aux coups d'État constitutionnels. On ne peut donc pas comprendre que les coups d'État constitutionnels soient cautionnés et même encouragés, alors que la conséquence que sont les coups d'État militaires sont fermement condamnés, et cela par la même organisation. Je pense qu'il y a là quelque chose qui ne tient pas. Il y a quelque chose de fondamental qui fait en sorte que on peut se poser la question sur la légitimité des prises de décision de la CEDEAO et surtout sur le caractère populaire et l'intérêt même des peuples d'Afrique de l'Ouest relativement à cette prise de décision. Dans vos propos que la CEDEAO serait un tout petit peu pilotée à distance, manipulée par la France. C'est le même reproche qu'une partie de la population fait finalement à Paul-Henri Damiba. On estime, une frange de la population estime qu'il roule pour la France. Il y a même une réaction que je viens d'apercevoir sur la toile qui fait état de ce que, au lieu de choisir comme partenaire la Russie pour avoir des meilleurs résultats en termes de lutte contre le terrorisme, il a choisi de fonctionner avec la France. Est-ce que ce rapprochement avec la France, et notamment également avec Alassane Dramane Ouattara, n'est pas aussi de nature à faire douter un tout petit peu la population burkinabé quant au sérieux, quant à la crédibilité de Paul Damiba? Bien sûr que ce que les populations burkinabé pensent de la France est fondé, M. Ouattara. Parce que, voyez-vous, le principal allié de cette France dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, c'est quand même un certain Alassane Dramane Ouattara. Souvenons-nous quand même que Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir par la force. Parce qu'il avait animé une rébellion de cette partie du Nord pour venir déloger de force le président Gbagbo. Même si au passage, on avait essayé de maquiller ça par une élection elle-même très très contestée, une élection présidentielle du bouton pour moi, très très contestée. Donc la France, on se souvient que c'est elle qui a piloté les opérations qui avaient conduit à l'arrestation de Gbagbo, qui finalement était extradé vers la Haye pour être soumis à la justice de la Cour de justice internationale là-bas. Donc, le rapport que la France entretient avec Ouattara, en même temps que le rôle majeur que joue Ouattara dans cette CEDEAO-là, amène quand même à se méfier. Je dis bien, compte tenu du passé des rapports entre la France et Ouattara. Bien sûr que maintenant, on peut se poser aussi la question de savoir qu'est-ce que les interventions militaires françaises en Afrique nous ont souvent apporté comme résultat.